L'écriture m'a tout dit sur le faux, avant même que l'avocat ait terminé sa question. Des « G » en boucle, une pression inégale, des points d'hésitation au début de chaque signature. Du travail d'amateur, vraiment. J'avais vu de meilleures imitations de la part d'étudiants essayant de falsifier les signatures de leurs parents. Madame Mitchell, votre avis d'expert sur ces documents. La voix de l'avocat m'a tiré de mon analyse. Les signatures ne correspondent pas, ai-je dit d'un ton neutre en repoussant mes cheveux blonds derrière mon oreille. Celui qui a fait ça n'a pas tenu compte du rythme naturel de l'écriture. Nous en avons tous comme des empreintes digitales, mais avec des traits de plume. C'était ma 43e affaire cette année. À 42 ans, j'avais vu toutes les formes de faux imaginables dans le système judiciaire de Boulder. La salle d'audience s'est vidée et j'ai rangé ma loupe dans mon étui en cuir usé. Un autre jour, un autre menteur démasqué. Ce soir-là, mon appartement m'a semblé plus vide que d'habitude. Le silence s'est insinué sous ma peau jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai allumé ma radio, faisant défiler les stations jusqu'à ce qu'une voix m'arrête au milieu du cadran. Bienvenue à Midnight Confession. Je suis votre hôte, le scribe de minuit. La voix était féminine, douce comme du whisky versé sur des glaçons. Quelque chose en elle m'a attiré, m'a fait m'enfoncer dans mon canapé et vraiment écouter. Elle parlait de connexion dans un monde déconnecté, de l'art mourant des lettres manuscrites. Dans un monde de claviers et d'écrans tactiles, qu'arrive-t-il à la part de notre âme qui saigne à travers le stylo ? Elle a demandé, et bon sang si je n'avais pas l'impression qu'elle me parlait directement. Je me suis endormie au son de cette voix, rêvant d'encre, de papier et de main. Je ne pouvais pas bien voir. Le lendemain matin, le travail a appelé avant l'aube, une nouvelle affaire, urgente. Les marches du palais de justice étaient glissantes sous la pluie du début de l'automne. Je les ai gravies en courant, le café dégoulinant de ma tasse de voyage. Le greffier du juge Maurice m'a accueilli à la porte, des rides d'inquiétude creusant son front. Merci d'être arrivé tôt, Maya. On a un problème avec les documents de la succession Henderson. Qu'est-ce que je regarde ? Demandai-je en le suivant jusqu'à la salle d'épreuve. Une lettre anonyme livrée hier, affirmant que le testament était un faux, que la famille est prête à se déchirer. La lettre était posée sur la table d'examen et, dès que je la vis, une sensation glaciale me parcourut l'échine. L'écriture m'était familière, mais elle n'avait aucun sens. Les boucles des lettres, la croix caractéristique des T. Je connaissais cette écriture, mais c'était impossible. C'était celle de ma mère décédée 15 ans plus tôt. J'avalais difficilement ma salive en enfilant mes gants. Qui a livré ça ? Les images de sécurité montrent un coursier. Rien de suspect, si ce n'est la lettre elle-même. Sa voix s'éteignit. Je me penchai plus près, examinant le papier, du coton de haute qualité, du papier, cher. L'encre était de la galle ferreuse, à l'ancienne. Ma mère avait utilisé la même. J'aurais besoin de temps pour ça, dis-je d'une voix plus ferme que je ne le pensais. J'ai tracé les boucles des lettres sans toucher le papier. L'écriture était non seulement semblable à celle de ma mère, elle était identique jusqu'à la légère inclinaison vers le haut à la fin de chaque phrase. Mais il y avait plus quelque chose dans le phrasé, la cadence des mots écrits. Cela m'a rappelé l'animateur radio de la veille, The Midnight Scribe. J'ai sorti mon téléphone et cherché l'émission. Il n'y avait presque rien en ligne, juste une simple page avec les horaires de diffusion et un slogan. Des mots écrits avec le cœur, adressés à la nuit, pas de nom d'animateur, pas de photo. Ce soir-là, je suis resté tard au palais de justice à examiner la lettre encore et encore. Les pas de l'agent de sécurité résonnaient dans le couloir pendant sa ronde. « Vous travaillez encore tard, Madame Mitchell ?» a-t-il demandé en passant la tête à l'intérieur. Je finissais juste. J'ai menti. Après son décès, j'ai glissé la lettre dans une pochette protectrice et je l'ai glissée dans mon sac. Je savais que je ne devais pas effacer de preuves, mais il y avait quelque chose de personnel dans tout cela, trop personnel pour l'ignorer. De retour chez moi, j'ai écouté les confessions de minuit. Une fois de plus, la même voix a rempli mon appartement, m'enveloppant comme une fumée. Ce soir, nous parlons de secrets, disait la scribe de minuit, ceux écrits entre les lignes, cachés par la pression de la plume sur le papier. J'ai fermé les yeux en l'écoutant décrire la façon dont les gens se révèlent dans leur écriture. La main tremblante du menteur, les traits audacieux de l'assuré, les courbes douces du romantique. Elle connaissait l'écriture comme moi. Elle comprenait que ce n'était pas de simples marques sur le papier, mais des prolongements de nous-mêmes. À la fin de l'émission, je suis resté assis en silence, les yeux fixés sur la lettre posée sur ma table basse. Celui qui avait envoyé cela savait quelque chose sur moi, sur ma mère, et j'ai senti que l'animateur radio était connecté. La voix qui était devenue ma compagne nocturne pourrait bien détenir les réponses à des questions que je ne m'étais même pas encore posées.
Le lendemain matin, j'arrivais au tribunal plus tôt que d'habitude. L'affaire Henderson avait pris de l'ampleur pendant la nuit, la famille exigeant une résolution immédiate. Tandis que je descendais le couloir de marbre, mes talons claquant sur le sol, mon esprit ruminait encore cette mystérieuse lettre et la voix radiophonique qui m'avait tenu compagnie pendant une autre nuit blanche. La salle d'audience 3 milliards se remplissait déjà d'avocats et d'assistants à mon arrivée. Le juge Brennan, réputé pour sa ponctualité, commencerait les audiences à 9 heures précises. J'installai mon matériel à la petite table réservée aux témoins experts, disposant mes loupes et mes caméras de documents. C'est alors que je la remarquai pour la première fois, la sténographe, s'installant devant sa sténotype près du banc du juge. Ses cheveux bruns tirés en arrière en un chignon professionnel, mais avec quelques mèches rebelles encadrant un visage qui équilibrait des traits élégants avec une force inattendue. Ses doigts planaient sur les touches avec une précision experte. Lorsque l'huissier a rappelé l'audience, elle a brièvement levé les yeux et nos regards se sont croisés. Des yeux bleus, d'une vivacité surprenante même à travers la salle d'audience. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré inexplicablement. Le tribunal appelle Maya Mitchell, experte en écriture. Après les plaidoiries préliminaires, comme l'a annoncé Balewaf, je suis montée à la barre en me concentrant sur les documents présentés. Alors que je témoignais sur les incohérences des signatures, expliquant comment les schémas de pression révélaient une contrefaçon, j'ai senti quelqu'un m'observer attentivement, levant les yeux. J'ai surpris la sténographe judiciaire qui m'observait avec un intérêt inhabituel, non pas l'expression ennuyée que le personnel judiciaire arborait généralement après des années de témoignage, mais une véritable curiosité. « Madame Mitchell, pouvez-vous expliquer au jury comment vous pouvez être certain que ces signatures n'ont pas été apposées par la même main ?» L'avocat a demandé, « L'écriture est aussi unique que la personne qui l'a créée. » J'ai expliqué en désignant l'écran de projection. Remarquez comme les signatures authentiques ont un rythme, une fluidité difficile à reproduire. Comme la voix d'une personne, elles comportent des motifs distinctifs. Au mot « voix », la sténographe judiciaire a légèrement incliné la tête. Nos regards se sont à nouveau croisés plus longtemps. Cette fois, quelque chose de familier a brillé dans son expression. J'ai hésité sur mes mots suivants, inhabituellement troublés. Le contre-interrogatoire a été agressif, l'avocat de la défense tentant de saper mes références. Tout au long de l'audience, je me suis senti attiré par la sténographe, qui notait chaque mot avec une précision extrême, tout en me jetant parfois un coup d'œil. Chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais une étrange reconnaissance que je ne parvenais pas à situer. Pendant la pause de la matinée, je restais dans le couloir à relire mes notes lorsque l'alarme du tribunal a soudainement retenti. Une voix mécanique a annoncé « Ceci est un exercice de tremblement de terre. Veuillez vous rendre immédiatement aux zones de sécurité désignées. » Le personnel du tribunal a dirigé tout le monde vers les cages d'escalier. Dans la confusion qui s'en est suivie, je me suis retrouvé plaqué contre le mur de l'étroit escalier nord-ouest, entouré d'avocats, de greffiers et de jurés. Un léger choc contre mon épaule m'a fait me retourner. « Désolé », a dit la sténographe. Sa voix basse et mélodieuse détendait cette voix. Je me suis figé. La reconnaissance m'envahissait. « Vous êtes une Courtney Henderson », a-t-elle dit en tendant la main. Je vous ai déjà vu témoigner. Votre maîtrise de l'écriture est fascinante. Sa main était chaude dans la mienne, sa poigne ferme, de près. Je pouvais voir les fines rides autour de ses yeux qui suggéraient qu'elle avait la fin de la trentaine, ainsi qu'une petite tache de rousseur juste en dessous de sa tempe gauche. Merci, j'ai réussi. Je fais ça depuis 15 ans, mais l'écriture des gens me surprend toujours. J'imagine que les voix aussi, dit-elle d'un ton voilé. Avant que je puisse répondre, la cage d'escalier se remplissait de monde, tandis que des gens des étages supérieurs nous rejoignaient. Courtney était serrée contre moi. Son parfum était subtil mais distinct, avec des notes de vanille et d'ambre. Nous sommes restés dans une proximité gênante pendant plusieurs minutes, à bavarder des ragots du tribunal et de l'ennui des exercices. Avez-vous déjà remarqué comment les gens se révèlent sous un léger stress ? Demanda-t-elle en désignant d'un signe de tête un avocat qui consultait nerveusement sa montre. Comme l'écriture manuscrite sous pression. Vous connaissez l'analyse graphologique. Demandai, surprise. Je m'intéresse à toutes les formes de communication humaine. Elle répondit, parlée, écrite, non dite. Quelque chose dans sa formulation me tira la mémoire. L'exercice s'est terminé avant que je puisse poursuivre et nous sommes tous retournés dans la salle d'audience. Pendant le reste du témoignage, je l'ai surprise à m'observer à plusieurs reprises. À la levée de l'audience pour le déjeuner, j'ai délibérément emballé mes documents lentement, espérant avoir une autre occasion de lui parler. Votre témoignage était convaincant, a dit Courtney en s'approchant de ma table alors que la salle se vidait.
Surtout la partie sur le rythme et l'écriture. C'est comme la cadence du discours, n'est-ce pas? Exactement. Ai-je dit en fermant la porte, mon dossier clos. Les deux révèlent des schémas que la plupart des gens ne perçoivent pas consciemment. Elle a souri, une expression chaleureuse qui a transformé son attitude professionnelle en quelque chose de plus engageant. Je devrais me remettre à retranscrire les débats de ce matin, a-t-elle dit. Mais c'était agréable de parler enfin avec vous, Maya. En s'éloignant, j'ai réalisé que je n'avais pas mentionné mon prénom pendant mon témoignage. Elle avait été plus attentive que je ne le pensais, ou alors elle savait déjà qui j'étais. L'une ou l'autre possibilité m'a procuré un léger frisson que je n'étais pas encore prête à examiner. 3 semaines passèrent et je me surpris à inventer des raisons pour me rendre dans les salles d'audience où Courtney travaillait, simplement pour vérifier des détails de documents. Je disais à mes collègues, lorsqu'ils me voyaient m'immiscer dans les débats, que je n'avais rien à faire. L'affaire Henderson était terminée, mais ma fascination pour la sténographe judiciaire, elle, était toujours là. Chaque soir, j'écoutais Midnight Confession, analysant la voix de l'animatrice et la comparant à mes souvenirs de Courtney. Les similitudes étaient frappantes, mais je n'en étais pas certain. La voix radiophonique avait un côté onirique difficile à associer aux conversations de jour. La fête de fin d'année du palais de justice arriva. Une réception modeste dans l'atrium principal, avec du punch étrangement sans fruits et des biscuits de la boulangerie du coin. J'ai failli m'absenter, comme les 4 années précédentes, mais la curiosité m'y a poussé. Courtney serait-elle présente? Elle y était, vêtue d'une robe bleu profond assortie à ses yeux, ses cheveux habituellement coiffés en ondulations douces sur ses épaules. De l'autre côté de la salle, je l'observais discuter avec aisance avec les juges et les greffiers. Le greffier du comté, 3 verres après le début de la soirée, annonça que l'heure était venue de la partie « talent caché » de la soirée. « Quelqu'un a-t-il un talent caché à partager » demanda-t-il en gesticulant. Plusieurs personnes grognèrent, tandis qu'il scrutait la foule. « Courtney, tu as chanté l'année dernière. Fais-nous une autre prestation. » Elle rit en secouant la tête. Mais la petite foule l'encouragea jusqu'à ce qu'elle s'avance au centre de l'atrium. Sans accompagnement, elle commença à chanter « Passez un joyeux Noël ». La première note me figea. Cette voix, celle qui m'avait tenu compagnie pendant mes nuits blanches. La scribe de minuit se tenait devant moi, son secret exposé sous les néons du tribunal. Après sa prestation, je me frayai un chemin à travers la foule, le cœur battant, comme si j'approchais d'un témoin sur le point de révéler une affaire. C'était magnifique, dis-je, la surprenant légèrement. Maya, dit-elle, son sourire chaleureux. Je ne savais pas que vous veniez à ces choses-là. D'habitude, non, mais je suis contente de l'avoir fait ce soir. La scribe de Minuit. Son sourire s'estompa, puis revint plus sincèrement. Je me demandais si vous reconnaîtriez ma voix un jour. Pourquoi n'avez-vous rien dit quand nous avons atteint nos limites professionnelles, dit-elle avec un léger haussement d'épaule. J'appréciais aussi l'anonymat de la radio. Cela permet aux gens d'entendre les mots sans voir la personne. Nous avons trouvé un coin tranquille, loin des festivités, et je lui ai raconté comment son émission était devenue ma compagne de soirée. Elle semblait ravie, mais pas surprise. « Voulez-vous prendre un café un de ces jours » m'a-t-elle demandé. « J'aimerais en savoir plus sur votre travail d'écriture manuscrite. C'est fascinant de voir comment nous nous inscrivons sur le papier. » 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de Pearl Street. La neige tombait doucement dehors, recouvrant Boulder d'un silence blanc. Assis près de la fenêtre, Courtney m'a expliqué comment elle avait lancé l'émission de radio 3 ans auparavant, cherchant un exutoire créatif au-delà de la transcription mot pour mot de son travail quotidien. Le reportage judiciaire est exact, précis, a-t-elle dit en réchauffant ses mains autour de sa tasse. Chaque mot compte, mais il n'y a pas de place pour l'interprétation à la radio. Je peux explorer les espaces entre les mots. Je comprends, ai-je répondu. Parfois, ce qui n'est pas écrit en dit plus que ce qui est, les hésitations et les signatures, les variations de pression. Nous avons discuté pendant 3 heures, découvrant des passions communes pour le langage, la communication et les subtiles façons dont les humains se révèlent. Elle comprenait mon travail comme peu d'autres le faisaient. Et j'ai trouvé sa compréhension des témoignages oraux fascinante. Au cours des semaines suivantes, nous avons développé une amitié qui a mêlé nos vies professionnelles et personnelles. Elle m'envoyait des observations sur les témoins, les schémas de parole. Je lui avais envoyé des photos de documents particulièrement intéressants. Nos conversations ont dépassé notre première connexion, révélant des goûts communs pour les documentaires obscurs et une aversion mutuelle pour les fruits de mer. Un après-midi, nous étions en train de classer des documents judiciaires pour une affaire de fraude à venir dans la salle des archives du palais de justice.
On m'avait demandé d'authentifier des signatures sur plusieurs contrats et Courtney préparait les transcriptions des audiences préliminaires. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant près d'1 heure avant qu'elle ne prenne la parole. « Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'analyse graphologique ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux de ses papiers. « La façon dont la vérité se cache à la vue de tous. » J'ai répondu, on ment avec des mots. L'époque, mais leur écriture les trahit souvent. Elle hocha la tête en triant une autre pile de documents. La communication est rarement simple, n'est-ce pas? On dit une chose, on en écrit une autre et on veut dire autre chose. Alors que je tendais la main vers un dossier, nos mains se sont effleurées. Le contact a duré à peine 1 seconde, mais la sensation est restée sur ma peau. Nos regards se sont croisés et, l'espace d'un instant, tout dans la pièce exiguë et poussiéreuse a semblé s'évanouir, sauf elle. Aucun de nous ne s'est immédiatement retiré. Ce contact passager s'est transformé en quelque chose de significatif, quelque chose qui reconnaissait le lien grandissant entre nous. Lorsqu'elle a finalement retiré sa main, je sentais encore le fantôme de son contact sur mes doigts, comme une encre invisible se révélant lentement. Courtney et moi nous retrouvions régulièrement pour un café, un dîner et des promenades occasionnelles autour du réservoir de Boulder. L'hiver s'était installé sur la ville, transformant nos sorties en aventures enneigées. Un soir, alors que nous étions assis dans son appartement avec des verres de vin moisi, notre conversation a dérivé vers la famille. « As-tu toujours su que tu voulais être sténographe judiciaire ?» ai-je demandé en l'observant. Des flocons de neige s'accumulent sur le rebord de sa fenêtre. « Oh non !» rit Courtney en repliant ses jambes sous elle sur le canapé. « Je voulais être romancière. » Ma mère m'a poussée vers quelque chose de plus pragmatique. « Amon, ta mère ressemble à la mienne, » ai-je dit. Hâte s'inquiétait toujours pour la sécurité. Elle prit une gorgée de vin, les yeux bleus pensifs, par-dessus le bord de sa tasse. « Puis-je te demander quelque chose de personnel après avoir tout révélé ? J'écoute ton émission de radio tous les soirs. Je crois qu'on a dépassé les formalités. Comment est ta relation avec tes parents maintenant ? » La question m'a prise au dépourvu. Compliqué, ai-je admis. On ne se parle plus beaucoup depuis qu'ils ont déménagé en Arizona. Tes parents, papa, sont morts quand j'étais à l'université. Maman et moi, on a nos différends. Elle marqua une pause, posant sa tasse. En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire, le changement radical de ton m'a fait me redresser. Qu'est-ce que c'est ? Tu te souviens de cette affaire de faux le mois dernier, les documents d'assurance ? Quand j'ai hoché la tête, elle a continué, cela m'a fait réfléchir à mes propres papiers. J'ai sorti mon acte de naissance pour renouveler mon passeport et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quel genre d'étrange ? Mon intérêt professionnel a atteint son paroxysme. Des incohérences dans le type de papier, les schémas d'absorption de l'encre, des choses que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Mais après vous avoir entendu témoigner tant de fois, j'ai posé mon verre de vin. Vous pensez que votre acte de naissance est un faux ? Je ne sais pas, a-t-elle dit, mais mon groupe sanguin. Elle ne correspond à aucun de mes parents. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle s'est mise sur la défensive, a changé de sujet. Sa confession est restée en suspens entre nous. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée à partager quelque chose que je n'avais dit à personne d'autre. J'ai découvert quelque chose de similaire. Lors d'une étude de cas pour la certification d'analyste, nous nous sommes entraînés avec nos propres documents. Mon acte de naissance présentait des micro-incohérences. Le vieillissement du papier ne correspondait pas à la dégradation de l'encre. « Qu'avez-vous fait ?» a demandé Courtney en se penchant en avant. « Rien. Mes parents sont devenus évasifs lorsque j'en ai parlé et j'ai été occupée par le travail. Mais c'est toujours resté au fond de ma mémoire. » Esprit. La prise de conscience que nous partagions ce mystère inhabituel a créé un nouveau lien entre nous. Avez-vous essayé de consulter les dossiers hospitaliers ? Les dossiers de ma maternité ont été perdus dans un incendie il y a des années. Pratique, n'est-ce pas ? Nous avons passé des heures cette nuit-là à théoriser notre formation professionnelle, jetant les bases de questions de plus en plus personnelles. Pourquoi les parents cacheraient-ils la vérité ? Avons-nous été adoptés ? Quel secret pourrait valoir des décennies de tromperie ? À mesure que la soirée avançait et que nos verres se vidaient, notre conversation est passée de l'analyse à l'émotion. La voix de Courtney s'est brisée lorsqu'elle a décrit la réaction furieuse de sa mère aux questions sur sa naissance. Parfois, je me demande si tout ce que je crois savoir sur moi-même n'est que fiction, a-t-elle dit doucement. Je me suis installée à côté d'elle sur le canapé, nos épaules se touchant. Je vois ce que tu veux dire, comme si tu lisais la biographie de quelqu'un d'autre, mais que tu la vivais comme la tienne. La nuit d'hiver à Boulder était devenue glaciale dehors, mais dans l'appartement de Courtney, une autre forme de chaleur se construisait entre nous.
Pas seulement le lien intellectuel que nous avions établi au cours du mois précédent, mais quelque chose de plus fondamental, 2 personnes reconnaissant une incertitude commune. Sur leurs origines. Le lendemain, je me suis retrouvée à faire des recherches sur des faux actes de naissance en dehors des heures de travail. J'ai créé une chronologie des incohérences dans mes propres documents, en notant les changements de stock de papier dans les archives du Colorado au cours de l'année de ma naissance. Lorsque Courtney a appelé, je l'ai invitée à mon appartement pour partager mes découvertes. Elle est arrivée avec des plats à emporter et un dossier contenant ses propres recherches. Nous avons étalé notre travail d'enquête sur ma table à manger, créant un tableau improvisé, comme si nous étions des détectives dans une série policière, plutôt que 2 femmes s'interrogeant sur leur passé. Le tampon de l'état civil sur le mien est légèrement décalé, a-t-elle souligné, comme s'il avait été ajouté après avoir rempli le formulaire. Pendant que nous travaillions, une bourrasque de neige est arrivée, recouvrant le rocher d'une nouvelle couche de blanc. La tempête s'est intensifiée jusqu'à ce que le courant vacille et s'éteigne, nous laissant dans l'obscurité soudaine. Timbre parfait. Ai-je soupiré en cherchant la lampe de poche de mon téléphone. Le faisceau a éclairé le visage de Courtney, illuminant ses traits d'une douce lumière. Debout près d'elle dans l'obscurité, les limites de notre amitié semblaient soudain aussi incertaines que nos origines. Mon cœur s'emballa lorsqu'elle s'approcha. Peut-être que certains mystères sont faits pour être résolus ensemble, murmura-t-elle. Dehors, la neige continuait de tomber, nous isolant du monde. Dans cet instant d'obscurité intense, tandis que des documents sur notre passé incertain jonchaient le sol, je me penchai et l'embrassai. Ses lèvres étaient douces, chaudes, avec un léger goût du thé que nous avions bu. L'espace d'un instant, elle parut surprise. Puis elle me rendit mon baiser, sa main trouvant ma taille. Lorsque nous nous séparâmes, le courant revint, inondant la pièce de lumière. Nos recherches étaient oubliées, tandis que nous nous regardions avec une compréhension nouvelle. Quelle que soit la vérité que nous découvrions sur notre passé, à cet instant précis, ce lien était indéniablement réel. Ce baiser changea tout et rien. Nous continuâmes à enquêter sur nos passés mystérieux, mais nos séances de travail se terminèrent désormais par des moments de tendresse qui me coupèrent le souffle. Collègues de travail le jour, bien plus encore la nuit. Je n'avais jamais ressenti cela pour une femme auparavant, mais avec Courtney, tout semblait naturel, inévitable. 2 semaines après notre premier baiser, j'apportai un cadeau spécial. À son appartement, un kit d'analyse professionnelle pour l'examen des documents. Je pensais qu'on pourrait examiner tes papiers d'adoption ensemble, dis-je en installant ma lampe portative sur sa table à manger. Courtney hésita, je ne suis pas sûre que ce soit des papiers d'adoption. Ma mère n'utilisait jamais ce mot. Quoi qu'il en soit, je peux aider à les analyser correctement. Je lui serrai la main, et finis le travail de détective amateur. Avec une réticence évidente, elle sortit un dossier du coffre-fort de sa chambre. Les documents à l'intérieur étaient jaunis par le temps, des documents juridiques, des dossiers médicaux et ce qui semblait être des formulaires de transfert. C'était dans le coffre-fort de ma mère, expliqua-t-elle. Unti n'y a eu accès qu'après son AVC l'année dernière. J'ai enfilé des gants de coton avant de manipuler les papiers. Même à première vue, les documents m'ont troublé. Le papier, les filigranes et les tampons du notaire semblaient tous authentiques. Mais quelque chose dans les signatures a suscité des inquiétudes. La même personne a signé plusieurs noms différents ici, dis-je, soulignant de subtiles cohérences entre les différentes signatures. Voyez comme les formulaires R sont identiques. Et la dérive de la ligne de base sur ces 3 signatures correspond parfaitement. Courtney, je me suis penché plus près. Serait-ce une coïncidence ? Statistiquement improbable. J'ai ajusté ma lumière pour examiner l'encre. Et il y a autre chose. Le style du formulaire, les annotations du tribunal, ils sont presque identiques à ceux de mon dossier. Nos regards se sont croisés, lourds de sens. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Vos dossiers viennent du comté de Boulder, les miens de Denver. Pendant des heures, nous avons comparé ces documents aux copies des miennes, trouvant des similitudes troublantes malgré leurs origines dans des comtés et des hôpitaux différents. Le papier était identique, les mises en page des formulaires correspondaient, bien qu'elles fussent censées provenir d'institutions différentes. Plus révélateur encore, plusieurs signatures sur les 2 jeux de documents semblaient provenir de la même main. Quelqu'un s'est occupé de nos 2 dossiers, ai-je conclu en m'asseyant. Quelqu'un qui travaillait dans plusieurs comtés, qui avait autorité pour gérer les adoptions, ou j'ai hésité, ou ce que Courtney a insisté, ou des transferts. Cela ressemble plus à des documents de transfert qu'à des adoptions. J'avais la gorge sèche, Courtney. Je pense que nous avons peut-être fait partie de quelque chose de plus grand que des adoptions privées. Nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube, étalant des papiers sur le sol de son salon, créant des frises chronologiques et des cartes de connexion,
comme je le faisais pour les affaires complexes de contrefaçon. Au matin, nous avions plus de questions que de réponses. Mais une certitude était apparue, nos passés étaient liés par plus qu'une simple coïncidence. Alors que le soleil se levait sur les fers à lisser, baignant l'appartement de Courtenay d'une lumière dorée, elle s'assit à côté de moi par terre, toutes deux épuisées mais refusant de s'arrêter. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle en appuyant sa tête contre mon épaule. « Nous avons besoin de plus d'informations. » Je me tournai vers elle. Je connais une employée de bureau retraitée des années 80 qui pourrait reconnaître ces types de formulaires. Plus tard dans la matinée, malgré notre épuisement, nous nous sommes rendus dans une résidence pour retraités en périphérie de Boulder. Harold Weber avait travaillé dans les archives pendant 30 ans, dans les comtés de Boulder et de Denver. Si quelqu'un pouvait identifier nos mystérieux documents, c'était bien lui. Harold examina attentivement nos papiers, ses mains âgées étonnamment fermes. Lorsqu'il eut terminé, son expression s'était considérablement assombrie. « Où avez-vous trouvé ça » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Quand il s'agit de dossiers personnels, » expliqua Courtenay. « On a trouvé des incohérences. » « Arrêtez de chercher, » l'interrompit-il. « Ce ne sont pas des documents ordinaires. Ils ont des marqueurs. » « Oh, quels marqueurs » demandai-je. Harold jeta un coup d'œil autour de lui, bien que nous soyons seuls dans son petit appartement. Programme privé. Les fonctionnaires du comté n'étaient pas censés poser de questions. Des cas particuliers traités par une fondation ayant des liens politiques. Quel genre de cas particuliers ? La voix de Courtenay tremblait légèrement. Transfert de bébé, pas adoption classique. Il repoussa les papiers vers nous. Écoutez attentivement. Les personnes qui posaient des questions sur ces dossiers dans les années 80 avaient des familles sujettes aux accidents. Comprenez, arrêtez de creuser. Son avertissement nous suivit jusqu'à l'appartement de Courtenay, où nous nous effondrâmes sur son canapé, épuisés émotionnellement. On ne peut pas s'arrêter, dis-je finalement. Quoi que ce soit, c'est notre histoire. Elle hocha la tête, puis me prit la main. Entrelaçante nos dois. Quoi que nous trouvions, nous l'affronterons ensemble. L'intensité du moment nous submergea tous les deux. Des mois d'attirance grandissante, des semaines d'investigation partagée, et maintenant cette sensation d'affronter ensemble un passé inconnu. Tout cela culmina en une passion incontrôlable. Je l'embrassai profondément, la sentant répondre avec la même ferveur. S'ensuivit un apaisement de la tension et de la peur, transformé en quelque chose de magnifique entre nous. Dans sa chambre, les rideaux tirés, la nuit suivante, nous nous découvrîmes complètement pour la première fois, nos corps communiquant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Chaque contact était une promesse que, quelle que soit la vérité que nous découvririons, nous ne l'affronterions pas seuls. Associer ma vie à celle de Courtenay s'est fait si naturellement. J'ai à peine remarqué la transition. Nous faisions du covoiturage jusqu'au palais de justice, partagions des déjeuners au parc lorsque le temps le permettait et passions nos soirées à alterner recherche et découverte mutuelle. Février à Boulder apporta de fortes chutes de neige, nous offrant des excuses parfaites pour rester enlacés sous des couvertures, à théoriser sur nos mystérieuses origines. J'aurais dû anticiper les ragots du bureau. Le palais de justice était son propre écosystème de rumeurs et de spéculations. Le premier indice est apparu lorsque la greffière du juge Morris a remis les dossiers avec un sourire entendu. « Vous et Henderson semblez proches. » Elle a récemment commenté avec désinvolture, « Ravie de vous voir vous faire des amis. » La semaine suivante, les murmures s'étaient amplifiés. J'ai capté des bribes de conversation qui se sont interrompues dès que j'entrais dans les salles. Rien de malveillant, mais l'attention me mettait mal à l'aise. Notre réputation professionnelle avait toujours été notre bouclier, et maintenant, les gens voyaient plus loin. « Ça vous dérange ?» ai-je demandé à Courtenay pendant le déjeuner à la cafétéria du tribunal. La conversation? Elle a jeté un coup d'œil aux tables d'avocats et de membres du personnel, certains nous observant avec un intérêt mal dissimulé. Cela complique les choses. Hier, Sanders m'a demandé si je devais être récusé des affaires ou vous témoigner. C'est ridicule. Ai-je dit, peut-être trop fort. Vos transcriptions sont textuelles. Notre vie privée n'y change rien. Vie privée, a-t-elle répété avec un petit sourire. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Malgré la légèreté de son ton, j'ai perçu l'inquiétude sous-jacente. Nous tenions tous deux à notre réputation professionnelle. Nos carrières reposaient sur une neutralité et une confiance absolue. Ce soir-là, alors que nous examinions d'autres documents, Courtenay semblait distraite. « Oh, on devrait peut-être se calmer au travail », suggéra-t-elle. « Enfin, garder nos distances professionnelles. C'est ça que tu veux ?» J'essayai de dissimuler la douleur dans ma voix. « Non », admit-elle.
Mais j'ai travaillé 15 ans pour être prise au sérieux. Tu as fait pareil. Il faut faire attention. Elle avait raison, bien sûr. Mais l'idée de prétendre que nous n'étions que des collègues me semblait impossible, maintenant que je savais comment elle soupirait mon nom dans l'obscurité, comment son corps s'adaptait parfaitement au mien. Partans, sugraie impulsivement. Ce week-end, direction ESAS Park, pas de documents, pas de ragot au tribunal, juste nous. Le soulagement dans son sourire me suggéra que c'était exactement ce dont nous avions besoin. 2 jours plus tard, nous remontions les routes sinueuses de montagne, les rochers s'éloignant derrière nous. Le petit chalet que j'avais loué était isolé, entouré de pins enneigés et offrant une vue sur des montagnes d'un blanc immaculé. À l'intérieur, une cheminée en pierre dominait le salon. Courtenay se mit aussitôt à allumer un feu pendant que je déballais les courses. La vie domestique lui semblait confortable, comme si nous partagions ces tâches simples depuis des années au lieu de semaines. Pas de recherche ce week-end, me rappela-t-elle, me surprenant à la fixer tandis que les flammes commençaient à s'allumer. Tu m'as promis que je ne penserais pas à la recherche, dis-je honnêtement en me plaçant derrière elle pour l'entourer de mes bras. Je pense à combien j'ai envie de toi. Elle se tourna dans mes bras, ses yeux bleus reflétant la lueur grandissante du feu. Montre-moi. La pièce principale du chalet se transforma en notre sanctuaire. La lumière du feu teintait sa peau de reflets dorés. Tandis que ses vêtements tombaient, je suivais la courbe de sa hanche, la douceur de son ventre, mémorisant son corps d'une manière différente de nos précédentes rencontres. C'était un geste posé, délibéré. Mes lèvres suivaient mes mains, arrachant d'elles de doux gémissements qui se mêlaient au crépitement du feu. Plus tard, essoufflée et enlacée sur le tapis devant l'âtre, elle murmura « Je n'ai jamais ressenti ça auparavant ». Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas seulement du désir physique ou une complicité intellectuelle. C'était quelque chose de plus complet, comme si nous avions retrouvé des morceaux manquant de nous-mêmes l'un en l'autre. Le week-end se passa dans un brouillard débat amoureux, de randonnées sur des sentiers enneigés et de conversations qui n'avaient rien à voir avec des documents manquants ou des passés mystérieux. Nous préparâmes des repas élaborés dans la petite cuisine du chalet, débouchâmes le vin que nous avions rapporté de Boulder et nous laissâmes imaginer un avenir libéré des questions sans réponse. Dimanche après-midi, alors que nous préparions nos bagages à contre-cœur pour rentrer, Courtenay halta en consultant son téléphone. « Maya, regarde ça. » Elle me montra un email d'un expéditeur anonyme. L'objet disait simplement « Centre médical de Pinhaven ». Qu'est-ce que Pinhaven ? Demandai-je en parcourant le bref message. C'est ce que je ne sais pas. Mais l'email dit « Nos 2 actes de naissance remontent à là-bas et ce n'est dans aucun des 2 comtés. » Pensions-nous. Notre bulle du week-end a éclaté. Instantainment. Comment quelqu'un pourrait-il savoir ce que nous recherchions ? Harold, suggéra-t-elle, ou quelqu'un au tribunal aurait-il remarqué les documents que nous analysions ? J'ai pris son téléphone. En relisant le courriel, l'expéditeur avait inclus l'adresse d'un établissement qui avait apparemment fermé en 1988, quelques années seulement après nos 2 naissances. Avons-nous confiance à cela ? Demandai. L'expression de Courtenay était résolue, nous devons savoir, quoi que ce soit. De retour à Boulder ce soir-là, nous avons élargi nos recherches au centre médical de Pinhaven. Les premiers résultats étaient rares. Un établissement privé ayant fonctionné de 1975 à 1988, spécialisé dans les soins maternels et les services de création de famille. Création de famille, répétai-je avec scepticisme. Qu'est-ce que cela signifie ? Courtenay a parcouru d'autres résultats de recherche. Attendez, voilà quelque chose. Un procès intenté en 1990 contre Pinhaven par 3 familles. L'affaire a été réglée discrètement, les dossiers étant scellés. Nous avons échangé un regard, reconnaissant tous 2 que notre répit du week-end était terminé. Ce qui nous reliait, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à nos origines inconnues, était plus profond et peut-être plus sombre que nous l'avions imaginé. Fort de nouvelles informations sur le centre médical de Pinhaven, notre enquête s'intensifia. J'ai appelé pendant une semaine de vacances du tribunal, prétextant des raisons personnelles. Courtenay a pris des dispositions pour assurer sa sténographie, invoquant une urgence familiale. Ni l'un ni l'autre n'était un mensonge. Cette recherche de nos origines était devenue à la fois personnelle et urgente. Nous avons transformé mon appartement en quartier général d'enquête. Des documents couvraient toutes les surfaces, actes de naissance, dossiers médicaux, coupures de journaux sur Pinhaven, impressions de sites web archivés. Plus nous en apprenions, plus le tableau devenait inquiétant. « Regardez ça », dit Courtenay un soir en brandissant 2 actes de naissance, le sien et le mien. Les signatures du médecin traitant, le docteur Wilson sur le vôtre, le docteur Williams sur le mien. Mais l'écriture ? J'ai examiné les 2 documents à la loupe. Même personne, nom différent,
Ai-je confirmé? Les motifs de pression sur le W sont identiques, la fermeture de la boucle sur le S également. Une personne signait des actes de naissance provenant d'hôpitaux supposés différents sous le nom de médecins différents. Nous trouvions ces liens depuis des jours, preuve que nos documents avaient été traités par les mêmes mains, alors qu'ils provenaient soi-disant d'établissements différents. Il faut que je les analyse avec un meilleur équipement, ai-je dit. Le laboratoire du tribunal dispose d'un système d'analyse numérique capable de confirmer les pourcentages de concordance. Le lendemain matin, je suis arrivé au tribunal tôt avant la plupart des employés. Grâce à mes qualifications de témoin expert, j'ai accédé au laboratoire d'analyse de documents et j'ai commencé à numériser nos actes de naissance dans le système. Le programme comparait des détails d'écriture infimes, bien au-delà de ce que l'œil humain pouvait détecter. Alors que l'ordinateur traitait les dossiers, une voix provenant de l'embrasure de la porte m'a surpris. Mademoiselle Mitchell travaillait tôt. Je me suis retourné et j'ai découvert que le juge Maurice m'observait avec curiosité, me préparant pour l'affaire Donovan. J'ai menti, bougeant nonchalamment pour masquer l'écran. Interessant. L'affaire Donovan avait été réaffectée la semaine dernière. Son regard s'est posé sur les actes de naissance sur le scanner. Recherche personnelle sur l'équipement du tribunal. Mon cœur s'est emballé. Juste une. Vérification rapide, documents familiaux. Je vois que son expression est restée neutre. Madame Henderson a également pris un congé inattendu. Coïncidence. Avant que je puisse répondre, l'ordinateur a sonné avec les résultats. 96% de probabilité que les signatures proviennent de la même main. La preuve dont nous avions besoin, mais maintenant attestée par un juge qui soupçonnait clairement quelque chose. Maya, dit-il en utilisant mon prénom pour la première fois dans notre relation professionnelle. Quelle que soit votre enquête, soyez prudente. Il vaut mieux laisser certaines vieilles affaires closes. Autre avertissement, similaire à celui d'Harold, qu'est-ce que les gens avaient si peur que nous trouvions? J'ai rassemblé les documents à la hâte. Merci, votre honneur. Ce n'est rien d'important. Son regard entendu suggérait qu'il ne me croyait pas, mais il s'est écarté pour me laisser passer. Quand je suis rentré à mon appartement, Courtney était au téléphone. Son expression était tendue, excitée. C'était une ancienne infirmière qui travaillait à Pinhaven, expliqua-t-elle après avoir raccroché. Elle a accepté de nous rencontrer ce soir. Le rendez-vous était un restaurant près de l'autoroute 36, à mi-chemin de Denver. L'infirmière, Helen Reeves, avait maintenant plus de 70 ans, était mince et nerveuse, ses yeux scrutant constamment la porte comme si elle s'attendait à des ennuis. « Et ne devrait pas vous parler », dit-elle immédiatement. Mais quand vous avez mentionné ces années de naissance et les transferts de documents, je n'ai pas pu dormir. « Que s'est-il passé à Pinhaven » demanda doucement Courtney. Les mains d'Hélène. Elle tremblait autour de sa tasse de café. Tout a commencé par des traitements de fertilité légitimes. Puis la directrice s'est impliquée auprès d'une fondation qui avait des théories sur la compatibilité génétique et la sélection des traits. Quel genre de sélection des traits, ai-je demandé? La peur, le développement de l'intelligence, le talent artistique, les caractéristiques physiques. Il pensait pouvoir créer des unités familiales idéales en associant certains nourrissons à des parents recherchant des traits spécifiques. Elle a baissé la voix. Certains bébés ont été déplacés, les documents administratifs modifiés. On a dit aux parents que leur bébé n'avait pas survécu ou avait eu des complications nécessitant un transfert. Étions-nous impliqués? La voix de Courtney était à peine audible. Hélène refusait de nous regarder dans les yeux. Les années que vous avez mentionnées étaient l'apogée du programme. Les dossiers étaient codés. Dossier bleu pour les bébés sélectionnés pour un placement en fonction de leur intelligence projetée, vert pour le potentiel artistique. Mon esprit s'est mis à courir en me remémorant les onglets de couleur de nos dossiers. Bleu pour moi, vert pour Courtney. Connaissez-vous nos parents biologiques? Ai-je demandé. Ces dossiers étaient conservés séparément, sous haute surveillance. Mais il y a une chose, Hélène a brusquement arrêté de regarder au-delà de nous, le visage décoloré. Je me suis retournée pour voir ce qui s'était passé. L'effraya. Par la fenêtre du restaurant, une berline sombre s'est égarée juste en face de nous, ses phares éclairant notre table comme un projecteur. J'en ai trop dit, murmura Hélène en ramassant son sac à main. Il surveille toujours. La fondation avait de puissants bailleurs de fonds. Attenders. Courtney lui attrapa le poignet. Qui surveille? De qui devrions-nous avoir peur? Ellenesékarta. Regarde tes certificats de naissance, les filigranes. Ils sont numérotés, pas ceux du gouvernement. Trouvant d'autres avec les mêmes motifs. Sur ce conseil sibyllin, elle quitta précipitamment le restaurant, recroquevillée dans la nuit comme pour disparaître. Nous restâmes figés à notre table,
observant la mystérieuse berline garée dehors pendant de longues minutes avant de finalement s'éloigner. L'avertissement d'Hélène concernant le filigrane nous plongea dans une nouvelle frénésie d'investigation. De retour à mon appartement, nous examinâmes nos certificats de naissance à la lumière ultraviolette, révélant des motifs jusque-là invisibles, des inscriptions numérotées incrustées dans le papier lui-même. Ce ne sont pas des filigranes du gouvernement, confirmai-je en photographiant les motifs. Du papier privé. Fait sur mesure. Pouvez-vous le retrouver ? Demanda Courtney, son épaule appuyée contre la mienne, penchée sur les documents. J'ai peut-être un contact au bureau de la gravure et de l'impression, spécialisé dans la documentation historique sur papier. Mon contact a confirmé nos soupçons. 2 jours plus tard, le papier avait été fabriqué pour une fondation privée appelée New Horizon Genetic Research, qui avait fonctionné du milieu des années 1970 à la fin des années 1980 avant de disparaître dans des circonstances mystérieuses. Recherche génétique, répéta Courtney en arpentant mon salon. Cela confirme ce qu'Hélène nous avait dit. Nous avons été sélectionnés, Maya choisie, pour une sorte d'expérience. Prendre conscience que nous avions été traités comme des spécimens plutôt que comme des bébés m'a rendu malade physiquement, mais cela a aussi renforcé ma détermination. Utilisant l'indice de l'infirmière concernant les filigranes sérialisés, nous avons posté des messages soigneusement rédigés sur des forums d'adoption à la recherche d'autres personnes présentant des anomalies similaires dans leurs documents. Les réponses sont arrivées lentement au début, puis massivement. Des dizaines d'adultes nés entre 1976 et 1985 avaient découvert des incohérences dans leurs documents de naissance. Beaucoup ont signalé le même système de codage couleur. Hélène avait mentionné dossier bleu, dossier vert, et même des désignations rouges et jaunes. Nous avons méticuleusement cartographié chaque intervention, créant une constellation de familles touchées à travers le Colorado et les États voisins. Le schéma était clair. New Horizon avait mis en place un réseau sophistiqué pour sélectionner et placer les bébés en fonction de leur potentiel génétique. Nous devons trouver quelqu'un qui y travaille, ai-je dit en examinant notre arsenal de preuves grandissant, pas seulement une infirmière, mais quelqu'un qui maîtrise l'ensemble du processus. Le déclic s'est produit lorsque Courtney a reconnu un nom en retranscrivant un témoignage pour une affaire sans rapport. Le docteur Margaret Wilson, ancienne pédiatre, aujourd'hui retraitée et vivant à Boulder. Le même nom qui figurait sur mon acte de naissance. Ce ne peut être une coïncidence. Courtney a insisté, nous devons lui parler. Le docteur Wilson vivait dans une élégante maison au pied des montagnes. Lorsque nous sommes arrivés, sans prévenir, je m'attendais à une résistance, peut-être même à une porte claquée au nez. Au lieu de cela, la femme âgée qui a ouvert nous a regardés avec une tristesse reconnaissante. « J'attends quelqu'un depuis des années », a-t-elle dit en nous invitant à entrer. Je ne savais simplement pas que ce serait vous deux ensemble. Les murs de son salon affichaient des diplômes et des récompenses encadrées, conférant à une brillante carrière médicale. Mais lorsqu'elle s'assit en face de nous, ses mains tremblaient légèrement. « Vos signatures figurent sur nos 2 actes de naissance, commençai-je, bien que sous des noms différents. Nous sommes au courant pour Pinhaven et New Horizon. » Elle ne nia pas. La fondation avait approché de brillants médecins en leur promettant de faire progresser la génétique. Le temps que nous comprenions leurs véritables intentions, nous étions complices. Quel objectif Courtney exigeait-elle ? Créer des cellules familiales optimisées, associer des nourrissons présentant des marqueurs génétiques spécifiques à des parents qui cultiveraient ces traits. Certains furent placés auprès de musiciens accomplis, d'autres auprès d'universitaires ou de sportifs. Elle nous regarda droit dans les yeux. Vous faisiez partie de la cohorte linguistique, des bébés présentant des marqueurs d'un traitement du langage exceptionnel. Ces révélations nous stupéfièrent toutes les deux. Nos carrières, mon analyse du langage écrit, la relation de Courtney à la parole nous semblaient soudain moins des choix que des chemins tracés. Nos parents biologiques, parvins-je à demander. Étions-nous réellement orphelins ou avions-nous été enlevés ? L'expression du docteur Wilson confirma nos pires craintes avant qu'elle ne prenne la parole. La plupart des nourrissons du programme provenaient de jeunes mères à qui l'on avait annoncé que leur bébé était mort à l'accouchement. Quelques-uns étaient des adoptions légitimes réorientées vers le programme. C'est un enlèvement. Courtney murmura, oui. L'aveu du médecin était en suspens. Ce que la fondation avait fait était criminel. Lorsque les enquêteurs ont commencé à poser des questions à la fin des 80 secondes, tout a été enterré, les dossiers détruits. Le personnel a payé pour son silence. Mais vous avez conservé des dossiers, ai-je affirmé, sans poser de questions. Elle hocha lentement la tête. Une assurance et peut-être une pénitence. D'un coffre-fort caché, elle sortit un mince dossier contenant ce que nous cherchions depuis des mois. Nos actes de naissance originaux, inchangés. Lorsque je l'ouvris, les mains gantées, la vérité se révéla enfin, noir sur blanc.
Courtney et moi n'avions aucun lien de parenté. Nous étions nés de mères différentes dans des hôpitaux différents, mais nos tests génétiques avaient révélé des schémas de traitement du langage similaires, nous destinant au même programme. Nous avions été triés, étiquetés et réaffectés selon une vision eugénique du potentiel humain. Il y en avait des dizaines comme vous, dit doucement le docteur Wilson. Des enfants dont la vie avait été réorientée en fonction de leur potentiel génétique. En per tant, munyís de. Copie de nos actes de naissance, le poids de la connaissance nous a semblé à la fois libérateur et écrasant. Nous n'étions pas ceux que l'on nous avait enseignés. Pourtant, en découvrant cette vérité ensemble, nous avions noué un lien plus profond que toute manipulation génétique ne pouvait l'expliquer. Ce soir-là, marchant le long de Boulder Creek tandis que Sunset peignait les fers à lisser en rose, Courtney a entrelacé ses doigts avec les miens. Le savoir change-t-il quelque chose entre nous ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Cela explique comment nous nous sommes trouvés, mais pas pourquoi nous nous sommes choisis. Elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Son baiser avait un goût de certitude, un choix fait librement, non programmé par le destin génétique. Quelles que soient les forces qui avaient altéré nos origines, notre avenir n'appartenait qu'à nous. 3 mois après avoir découvert la vérité sur nos origines, je me suis retrouvée devant le juge Morris et une salle d'audience bondée. Mon témoignage d'expert portait désormais sur quelque chose de bien plus personnel que de fausses signatures. Madame Mitchell, veuillez expliquer au tribunal ce que révèlent ces incohérences dans les documents. Le procureur a demandé. Ces actes de naissance et dossiers médicaux révèlent une falsification systématique dans des dizaines de dossiers. J'ai témoigné en montrant des preuves. L'analyse graphologique confirme que les mêmes personnes ont créé les documents pour au moins 38 bébés grâce au programme Nouveau Horizon. De ma position de témoin, je pouvais voir Courtney à sa sténographie enregistrer chaque mot avec une précision professionnelle. J'ai seulement remarqué le léger tremblement de ses doigts, l'émotion qu'elle contenait en transcrivant son témoignage sur notre histoire commune. L'affaire contre la Fondation Nouveau Horizon avait pris une ampleur inimaginable. Après avoir présenté nos preuves au procureur, un groupe de travail avait été formé pour identifier des dizaines de victimes, aujourd'hui adultes, du trafic de bébés. Des poursuites pénales avaient été engagées contre les directeurs et le personnel médical survivant qui avaient participé à ce stratagème. Le docteur Wilson était devenu témoin à charge, fournissant un témoignage crucial en échange de l'immunité. Ces dossiers détaillés étaient devenus la pierre angulaire du dossier de l'accusation, aidant les familles à découvrir leurs véritables origines après des décennies de tromperie. Et selon votre avis professionnel, ces altérations de documents auraient-elles pu se produire à l'insu de l'institution ? Le procureur a poursuivi. Impossible, ai-je affirmé fermement. Il s'agissait d'une action coordonnée impliquant du personnel médical, du personnel administratif et des fonctionnaires du comté. La constance des falsifications prouve qu'elle était systématique. À la suspension d'audience, Courtney m'a rejoint dans le couloir, gardant notre distance professionnelle en public, même maintenant. Mais son regard en disait long. « Vous avez été brillant », a-t-elle dit doucement, tandis que nous nous dirigions vers la sortie. Claire, autoritaire. Ils ont cru chaque mot. Parce que c'est vrai, ai-je répondu. Et parce que j'ai passé ma vie à apprendre à lire entre les lignes. Devant le palais de justice, le printemps avait transformé Boulder. Les cerisiers en fleurs bordaient Pearl Street et les montagnes avaient troqué leurs sommets enneigés pour du verre. Nous avions tous deux loué des appartements dans le même immeuble, occupant désormais des adresses distinctes tout en passant la plupart de nos nuits ensemble. Un compromis entre notre relation privée et notre professionnalisme public. Ce soir-là, nous avons rencontré 3 autres bébés de la Fondation que nous avions rencontrés grâce à l'enquête. Au dîner, nous avons partagé nos découvertes, comparant nos notes sur nos attributions génétiques et les vies que nous avions construites, par accomplissement ou par rébellion contre ces chemins tracés. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous seriez devenu autrement ? Demanda Rachel, une pianiste concertiste sélectionnée pour son potentiel musical. Parfois, admit Courtney. Mais ensuite, je me souviens que nous sommes bien plus que ce qu'ils ont essayé de faire de nous. Nos choix comptent plus que leurs projets. Après le départ de nos invités, nous nous sommes assis sur mon balcon à regarder Twilight s'installer sur Boulder. La couverture médiatique du procès avait attiré des dizaines de familles supplémentaires, créant un réseau de soutien pour celles dont la vie avait été manipulée dès la naissance. J'ai pensé à la fondation, ai-je dit en prenant la main de Courtney. Pas de nouveaux horizons, une nouvelle fondation. Pour aider les gens à accéder à leurs véritables archives, à retrouver leur famille biologique s'ils le souhaitent. Elle a souri, entrelaçant nos doigts, utilisant notre expertise pour réparer les dommages qu'ils ont causés. J'aime ça. On pourrait appeler ça des origines écrites. J'ai suggéré de combiner nos 2 spécialités. En parlant d'écrire,
Courtney a fouillé dans sa poche et en a sorti 2 petites enveloppes. J'ai eu une idée. À l'intérieur de chaque enveloppe se trouvait une carte vierge et un stylo plume. Et c'est à penser que nous pourrions écrire nos propres vœux. Elle a expliqué, pas un mariage légal. Cela pourrait compliquer le travail pour l'instant, mais notre propre engagement privé, écrit de nos propres mains. Ma voix s'est brisée lorsque j'ai compris son intention. L'analyse de l'écriture m'a montré que nous révélons notre véritable moi dans ce que nous écrire à la main. J'ai dit en prenant un stylo, il n'y a rien que je préfère coucher sur le papier que mon amour pour toi. Ce week-end-là, tandis que les feuilles d'automne tourbillonnaient autour de nous sur le mont Flagstaff, surplombant Boulder, nous avons échangé nos promesses manuscrites. Pas d'officier, pas de témoin, juste 2 femmes dont les vies avaient été liées par une expérience contraire à l'éthique, mais qui avaient choisi de forger un lien plus fort que tout ce qui avait été conçu pour elles. Je promets de t'aider à découvrir chaque vérité, à affronter chaque mystère et à écrire chaque page de notre histoire ensemble. Courtney lut sa voix ferme, malgré les larmes aux yeux. J'ai tracé la signature sur mes propres vœux avant de les lire à voix haute, reconnaissant les motifs uniques qui rendaient son écriture aussi distinctive que ses empreintes digitales. À cet instant, nous n'étions ni experts ni sténographes, ni spécimens ni sujets. Nous étions simplement 2 personnes qui s'étaient rencontrées dans des circonstances improbables, choisissant de signer de leur nom un avenir commun. Aucun de nous n'était né pour s'y attendre, mais tous 2 avaient décidé de créer.